Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec en deuxième heure Alexandre Malafaille, bonsoir. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Gilles Boutin arrive dans quelques instants. L'heure pour nous d'accueillir notre invité Jean-Baptiste Léon, bonsoir. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Vous êtes l'auteur du livre noir de l'argent public au moment où le débat budgétaire part dans une direction assez inconnue, puisque aujourd'hui on a appris que c'était le socle commun qui à son tour ne voterait pas le budget. Donc ça veut dire qu'il reste plus grand monde à part les socialistes qui sont d'accord sur les amendements qu'ils ont prévus et bien sûr le gouvernement qui porte ce budget bec et ongle. J'ai pu moi-même le constater en interviewant Amélie de Montchalin ce dimanche au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Vous avez fait le compte, il y a quelques chiffres qui sont comme ça. Alors on parle par exemple du déficit. Alors, le déficit, Amélie de Montchalin dit pour 26, on va essayer, on va sans doute pas arriver à 4,7, on va être juste en dessous de 5. Vous vous dites, mais pas du tout, c'est 34,7. En fait, on nous... Ça, c'est un peu complotiste de dire ça, mais on nous cacherait des choses, Jean-Baptiste Léon ? On ne cache pas des choses, mais j'ai voulu mettre à hauteur de vue et de compréhension de tout le monde, en fait, ce budget de l'État, plutôt que de faire une comparaison avec des données PIB, c'est-à-dire la création de richesses en France sur une année, qui est très utile, ces comparaisons sont très utiles avec le PIB, notamment pour les comparaisons internationales, justement. J'ai voulu faire comme on fait dans tout ménage, dans tout foyer, regarder les recettes de l'État, regarder ses dépenses. Il se trouve qu'il dépense plus qu'il ne touche, entre guillemets, d'impôts ou de taxes, et on arrive à un déficit, et vous faites le ratio dépenses-déficit, vous arrivez à, en 2024, c'est 34,7% de budget de budget. Ce qui en soi, ça fait en fait un tiers des dépenses de l'État qui sont financées à crédit. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre dans sa globalité ? C'est-à-dire qu'on a plusieurs choses qui nous restent en tête. On sait qu'on n'a pas de budget à l'équilibre depuis 1974. On sait que on emprunte 310 milliards cette année pour financer non pas des projets cohérents, structurels, d'investissement, mais pour globalement rembourser la dette, mais pas que, mais parce que la dette c'est 70 milliards par an cette année, mais ça va être beaucoup plus dans les années suivantes. Mais c'est aussi pour faire face à cette énorme somme qui est celle des dépenses de l'État, qui est de 1700 milliards. Ça, c'est les dépenses publiques. État, collectivité et sécu. Avec 500 milliards pour les retraites, 450 on va dire, et puis 300 pour les, la moitié des pour dépenses les aides publiques sociales. sont des dépenses sociales. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous vous êtes dit, en fait, on dépense énormément d'argent et je vais essayer de voir comment est-ce que cet argent est dépensé ? Oui, c'est ça. Et puis c'est la mission de Contribuables Associés, qui est une association de défense des contribuables, dans laquelle nous militons pour une bonne gestion, entre guillemets, une bonne gestion en bon père de famille des finances publiques. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est expliquer aux Français, parce que ça se veut un livre très grand public, c'est pas un livre de spécialiste, c'est pas un livre de techno, c'est vraiment le livre d'un observateur que je suis un petit peu, je pense, le livre d'un contribuable, et donc expliquer au grand public où passe l'argent des Français, où passe leur argent, où passe l'argent de nos impôts, tout simplement. Et deux choses, est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, on ne sait pas où va l'impôt ? Ça, c'est la première chose. Il y a des pays, notamment un pays frontalier, où on vous explique chaque année, à la fin de l'année, où qu'est votre argent, pourquoi il a été utilisé. Et puis, la deuxième chose, il y a une petite musique qui monte, qui est celle du consentement à l'impôt. Oui. Alors, on ne sait pas trop où ça pourrait aller, sachant que je crois que l'impôt sur le revenu, c'est 88 milliards d'euros. Mais c'était pas la première recette de l'État. Mais c'est pas du tout la première recette de l'État, sachant que il y a ce que Thierry Breton, dans une émission sur Europe 1 et CNews, le grand rendez-vous, avait appelé des impôts déguisés. Il dit à 88 milliards, mais en fait il y a 1500 milliards d'impôts déguisés, puisque c'est ça qui en réalité fait marcher la machine. Alors deux choses, d'abord le consentement à l'impôt. Le consentement à l'impôt, je pense que pendant longtemps les Français ont consenti à l'impôt, même si on a un peu la mise monde de l'impôt en France. On est à des taux extrêmement élevés. Alors je crois que cette année, finalement, le Danemark va nous passer devant dans les pays européens, mais dans l'OCDE, on est un très très mauvais élève depuis très très longtemps. On est 38e sur 38 à la Tax Foundation. Exactement, c'est un classement qui est une fondation américaine qui a voulu voir ce qu'il en était, entre guillemets, de l'efficacité économique de tous les pays, et on est dernier. On est les derniers. L'année dernière, on était 36e. Les impôts sur les sociétés, exactement. C'est un package. Et tous les indicateurs sont un peu comme celui-ci. Et l'autre. Et le consentement à l'impôt, je pense que les Français ont longtemps consenti à l'impôt, même si le matraquage fiscal était là, parce que ça roulait, quoi. Ça roulait, les services publics n'étaient pas à volo comme ils ont tendance à l'être aujourd'hui, que ce soit dans les écoles, les transports, l'hôpital. Et aujourd'hui,
Et aujourd'hui, ils se disent, ça roule plus. Non, ça roule plus. Et on sent vraiment, nous aussi, à Contribuables Associés, bon, voilà, on a l'écoute des contribuables tous les jours, on a beaucoup de retours de terrain, effectivement, qui sont encore plus assassins qu'il y a quelques années. Alexandre Malafaille. Oui, sur le consentement à l'impôt, le sujet est vraiment posé. De toute façon, le consentement en général est posé parce que les Français, on l'a publié récemment dans différents sondages, montrent baromètre, qu'en fait, plus de les 3/4 d'entre eux disent qu'ils subissent le changement. Donc sur les impôts, il n'y a pas de problème, ils subissent les hausses, ils subissent les taxes, ils subissent cette espèce de matraquage ou cette espèce d'absence de sens et de cohérence. Mais le problème, c'est que sur le consentement, avant, il y avait éventuellement un moyen de dire je suis plus d'accord et j'arrête de payer. Mais on ne peut plus le faire parce qu'avec le prélèvement à la source, on a vicié complètement ce processus-là. Moi, je faisais partie des rares en disant je pense que c'est un mauvais outil parce que quelque part, ça casse l'idée du consentement. Mais je reviens à votre livre. L'État dépense beaucoup d'argent, il le dépense très mal. Alors, il y a aujourd'hui une tentation qui est de dire on taille à la serpe, on enlève des budgets, on le fait à marche forcée, donc avec beaucoup de conséquences, parce que souvent, on arrête, y compris des programmes de recherche, des programmes d'investissement, dans le sport, dans la culture, on fait des choses un peu brutales, alors qu'il y a certainement des choses qui sont utiles, qui vont sauter. Ouais. Comment est-ce qu'on réforme l'État intelligemment? Est-ce qu'il faut associer la fonction publique, l'ensemble des fonctionnaires? Est-ce qu'il faut partir par le bas pour trouver des économies? Comment on fait un truc intelligent et pas un truc par le haut qui tombe et qui casse beaucoup de choses? Merci de me poser cette question, parce qu'effectivement, c'est un livre noir, mais il y a aussi des pistes de réforme et des solutions. Et moi, je crois beaucoup, effectivement, à la réforme. La bonne réforme serait une réforme d'ensemble. On ne va pas pouvoir aller chercher des petits cubes, les petits triangles à droite à gauche. Il faut vraiment la penser, et beaucoup en amont. Et surtout, c'est pour ça que je vous demandais si, à un moment donné, on va quand même expliquer aux Français où allait leur impôt. On l'explique un petit peu. Depuis quelques années, l'État, Bercy, le ministère de Finances, a des grands indicateurs très bien faits où il explique où va l'argent, en fait. Par rapport justement à comment réformer, ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, j'y souscris complètement. Je pense qu'on réussira notre réforme si on met aussi les agents publics dans l'affaire. C'est-à-dire qu'on est un peu dans un état, c'est mon sentiment, un état assez jacobin, une verticalité extrêmement profonde, et au détriment justement des acteurs de terrain dont vous parlez. Pareil, là il y a des sondages. Moi j'ai discuté avec pas mal de fonctionnaires, évidemment, on en a tous dans notre entourage au moment d'écrire ce livre, et je pense avoir tenu compte de leur avis. Ils sont pour beaucoup plus de mérite, en fait. Les fonctionnaires, c'est un peu comme tout le monde. Ça, le mérite. C'est une vieille denrée qu'on a oubliée. C'est un peu comme le rutabaga. C'est un truc, faut aller dans les marchés bio pour en trouver. Voilà, la méritocratie, ça c'est quand même un truc. Mais ils sont demandeurs. Les agents publics sont demandeurs de mérite, de méritocratie, de plus de responsabilité et d'autonomie aussi. D'autonomie. Et ce que l'État ne fait pas. L'État est souvent très, très dur avec ses propres ouailles. Gilles Boutin, du Figaro, qui nous a rejoint. Bonsoir. Pardonnez-moi pour mon retard. Je voulais souscrire à ce qu'on disait d'abord sur le consentement. Effectivement, j'ai le sentiment que le fait de constater que l'État est incapable de contenir ses déficits et de se réformer, et quand on voit le niveau des débats où on va tout à l'impôt, on comprend très bien que le consentement soit abîmé, puisqu'on ne veut pas rendre plus gros un État qui est déjà obèse. Et donc c'est cette absence de remise en question qui, je pense, fait beaucoup de mal au consentement à l'impôt. Ce qui m'amène d'ailleurs à ma question, qui est cette notion de justice fiscale, qui est un peu le paquet cadeau pour nous faire consentir à davantage d'impôts, et qui a été beaucoup remise en avant par Michel Barnier en premier, pour faire accepter l'idée qu'on allait augmenter les impôts, et que c'était surtout, évidemment, ceux qui avaient... par exemple les entreprises ou des grandes fortunes qui peuvent impulser l'économie, qui allaient être mises à contribution. Quel regard vous portez à l'aune de toute votre réflexion sur cette notion de justice fiscale? La première des justices, ça serait de laisser vivre les Français avec leur argent, ce qui est de moins en moins le cas. Je pense que la plus grande des justices, c'est au niveau de l'État, en tout cas, d'abord, ça serait, on parlait du budget tout à l'heure, c'est de se focaliser sur les dépenses, c'est la base des dépenses. Là, on a vu les débats budgétaires. Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont être retoquées, qui vont sauter. Mais certains de vos collègues, vous-même, avez parlé de sorcellerie fiscale. Oui. On est dans un délire quand même assez hallucinant. On a un petit peu, vous parliez de... C'est Roland Lescure qui a parlé de sorcellerie fiscale. D'État obèse. On a l'impression que pendant longtemps, il y a une pensée magique que la dépense publique a été le remède à tout. Et je pense qu'il faut revenir sur ce paradigme. Et je pense qu'on peut changer de paradigme, on peut changer. Bon, ça prend du temps, évidemment. Mais ce type de débat, on l'avait pas il y a quelques années encore. Hein. C'est assez neuf, parce qu'évidemment, on est face au problème plus qu'avant. Mais toute cette notion un certain nombre de personnes dans l'opinion publique, moi je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces questions qui sont en fait fondamentales, parce que ça a un impact concret sur
sur la vie des Français. Et donc, injustice fiscale, oui, sans doute. Après, on va tomber dans des concepts philosophiques qui sont extrêmement intéressants. On est face au problème, vous dites maintenant, je connais par exemple quelqu'un qui chronique sur Europe 1 depuis longtemps, c'est Agnès Verdier-Molinier. Oui. Ça fait au moins 10 ans qu'elle dit attention, il va se passer quelque chose. Et puis il y avait souvent le mot mur dans son titre. Et puis plus elle publiait de livres, plus on était près du mur. Alexandre Malafaille. Oui, faire croire aux Français que la France peut devenir le pays de la justice fiscale, c'est un mensonge et c'est dangereux parce qu'on joue avec des motivations qui peuvent être à un moment donné assez proches, non pas de la révolution, mais en fait d'une stigmatisation et encore de renforcement des clivages qui est totalement de mon point de vue. On est toujours le bourgeois de quelqu'un, on est toujours le riche de quelqu'un. Mais bon, à supposer qu'il faille demander aux Français des efforts parce qu'à court terme, on a des vraies difficultés. Est-ce que vous pensez que vous qui êtes au contact des contribuables, pour faire le travail que vous faites au quotidien avec votre association, vous les fréquentez, vous les croisez, vous échangez avec eux, avec beaucoup de gens, j'imagine. Est-ce que vous pensez que les contribuables en général, et ceux dans les entreprises aussi, pourraient être partisans d'une espèce de deal gagnant-gagnant ou donnant-donnant? C'est-à-dire que, vous nous demandez un effort, mais c'est sur une durée déterminée, mais en contrepartie, l'État, on fait au moins autant et on a une perspective et un terme comme un contrat, quoi, en disant chacun s'y met pour essayer à la fois de combler les déficits vides parce qu'on a un sujet sur la dette, sur les intérêts, et en même temps, par contre, l'État, il faut qu'il fasse le même quantité d'efforts pour qu'au bout du compte, ce soit équilibré. Ce serait effectivement une politique qui serait très bien entendue, je pense, par les membres de contribuables associés, parce que ça serait arrêter de les prendre pour des enfants et prendre peut-être le citoyen pour un adulte, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans notre pays, où encore cette verticalité nous impose les choses. Oui, non, ce serait, je pense, fort entendable, mais après, qui va proposer, qui dans le champ politique est capable justement de créer un nouveau contrat, je dirais pas budgétaire et pas social, avec les Français. Mais je pense que les Français sont en attente, le moral est pas bon. Le moral est pas bon du tout. Y compris chez les très riches, parce que c'est quoi le vrai du faux, justement vous écrivez dans votre livre que les 10%, 10% des plus riches payent 2/3 des impôts. Et aujourd'hui, on dit, mais vous comprenez, on leur a fait un régime fiscal qui permet de faire des holdings plutôt que de payer l'impôt sur le revenu normalement. Donc, du coup, ils payent à peu près 25%, là où certains en payent 50%. Je pense, pour revenir sur cette notion de justice fiscale, on s'en fiche des riches. C'est pas le problème des riches. Quel est l'adage? On dit que quand le riche s'enrhume, quand le riche tousse, le pauvre s'enrhume. C'est-à-dire que tout le monde va pâtir de ces impôts qui vont taper, soi-disant, les plus riches. En règle générale, d'ailleurs, on remarque que ça commence par les plus riches, entre guillemets, puis ça finit par toucher tout le monde. Il y a ce fameux ruissellement. Il n'est pas bon de donner de tels signaux. On a besoin d'entrepreneurs en France qui restent chez nous, qui ne partent pas en Italie, comme ça se fait beaucoup, ou en Suisse. Et ça fera... Monsieur parlait tout à l'heure du gagnant-gagnant. Plus on a de riches, moins on aura de pauvres, a priori. Gilles Boutin. Dernière question. Oui, justement sur l'exil fiscal, parce qu'on nous a beaucoup cité un rapport du CAE, le Conseil d'analyse économique, qui est rattaché à Matignon, qui est une institution indépendante, mais qui est rattachée à Matignon, et selon laquelle, en fait, augmenter d'1% l'imposition des plus riches ne conduirait qu'à un exil fiscal minime et qui aurait un impact extrêmement faible sur l'économie française. Que pensez-vous aussi de cet argumentaire selon lequel on a un peu l'impression qu'on nous dit que finalement ils sont otages et que du coup c'est pas grave, on peut en faire. Tout va très bien, Madame la Marquise. Oui, d'une part, on n'est pas certain. Et surtout, ce type de signaux envoyés ne va pas inciter certains investisseurs étrangers aussi à venir chez nous. En lancement, on a Choose France qui est super, et on voit que quelque part on essaye de créer depuis quelques années, donner envie en fait au monde entier de venir chez nous pour investir. Et de l'autre côté, on envoie des signaux qui sont catastrophiques, effectivement. Oui, totalement. Et tous les investissements qui n'auront pas lieu. Qui n'auront pas lieu, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup Jean-Baptiste Léon, auteur du livre noir de l'argent public, les secrets d'un État en faillite. C'est publié chez Hugo Doc. Restez avec nous. Dans un instant, on se retrouve avec Alexandre Malafaille et Gilles Boutin pour parler de l'actualité. Je vous signale également que du lundi au jeudi à 8h-20 dans Europe 1 Matin, vous retrouvez Vincent Hervouet pour l'édito international, l'actualité en dehors des frontières, la géopolitique mondiale, les dynamiques complexes des relations internationales. Vincent Hervouet, tous les matins dans Europe 1 Matin à 8h-20. Et si vous l'avez loupé, il y a le replay bien sûr sur l'appli ou sur le site europe1.fr. 20h28. Dans un instant, la suite d'Europe 1 Soir.